Bonjour à tous, merci Olé, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième Data Summit OnePoint. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Merci. Donc Olé est un auteur à succès, auteur chez O'Reilly. Il est aujourd'hui Chief Data Evangelist chez nos amis Zinea. On en parlera un petit peu plus tard. Et ce qui m'a rassuré, en fait, c'est que Olé allait nous faire une petite présentation, enfin, une interview en français, alors que Olé est danois. Et comment tu maîtrises cette langue? Oui, merci. Oui, je suis danois, mais ma mère était française, et donc j'ai appris le français à la maison, et voilà, donc je parle un peu de français. On a décidé de le faire en français. Ce qui va permettre d'éviter d'avoir beaucoup de slides. Merci. De rien. Donc, l'an dernier, on avait le plaisir de recevoir Joe, qui est juste ici. Et Joe, en fait, avec beaucoup d'humour, en répondant à une question de l'assistance, disait « Les data catalogues, ça fonctionne pas ». Et toi, tu écris aujourd'hui, tu as écrit un livre qui s'appelle The Enterprise Data Catalog, qui sera en dédicace juste après. Ça fonctionne ou pas? Mais ça va peut-être vous surprendre, mais je suis plutôt d'accord avec Joe. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre, The Enterprise Data Catalog. Parce que, à mon avis, la première fois que j'ai vu un data catalog, j'étais franchement assez déçu. Je me disais que c'était une technologie avec beaucoup de potentiel, je voyais l'idée, mais je voyais aussi franchement que c'était pas très bien concrétisé dans la technologie avec laquelle je travaillais. Donc je me disais, j'ai quelque chose à dire sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire ce livre, ou de proposer ce livre à O'Reilly, il y a quelques années. Aujourd'hui, je disais, tu es Chief Evangelist chez Zinea. Pourquoi Zinea? Et pourquoi passer de l'autre côté? Pourquoi être chez un éditeur? The dark side, oui. Oui, disons que quand j'avais proposé mon livre à O'Reilly, c'est un processus assez long. D'abord, il faut entrer en contact avec O'Reilly. Ça, déjà, c'est long. Après, il faut proposer un manuscrit. C'est une proposition qui fait à peu près 10 pages. Et dans ce processus, j'ai bien expliqué pourquoi je voulais écrire ce livre. Parce que écrire tout un livre sur une seule technologie, c'est peut-être pas... Ah oui, il y a le prochain slide, c'est bon, on peut faire ça marche ou... Voilà. Donc voici mon livre, The Enterprise Data Catalog, qui a été publié il y a 1 an avec O'Reilly. Mais quand on propose un livre, ça dure longtemps. C'est difficile d'être accepté en tant que O'Reilly author, évidemment. Mais mon entraînement, mes études étaient dans sciences d'information, et j'ai beaucoup étudié, enseigné et écrit sur comment on organise les données, comment on les cherche. Et pour moi, quand je voyais les data catalogs, les catalogues de données, je pense que la plupart des technologies sont conçues avec une compréhension de la complexité des données, mais pas forcément avec une compréhension assez profonde de la complexité de ce que c'est un catalogue. Donc ça, c'est différent. Et comment bâtir des systèmes qui permettent de bien organiser des données afin de pouvoir les retrouver après, avec n'importe quel moyen, des façons de chercher très simples, très compliquées. Et voilà le sujet de mon livre. Je voulais décrire pas la complexité de données, parce que nous sommes tous d'accord sur ces faits, mais la complexité et l'efficacité des catalogues quand ça marche correctement. Et donc, j'avoue que la plupart des technologies
dans cette catégorie m'impressionne pas. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Joe Rice, finalement. Mais, puisque vous m'avez demandé, quand j'étais en train d'écrire le livre, j'avais découvert CNEA. CNEA, c'était une technologie très différente. Et j'étais assez surpris. Et donc, j'avais décidé d'inviter CNEA à écrire le forward. Ça a été écrit par Guillaume Baudet, le Chief Technical Officer chez CNEA. Et après la publication de mon livre, j'ai reçu un coup de fil du CEO, quelques mois après, Luc Le Gardeur, et il m'a invité à joindre, et voilà, j'ai pas réfléchi. Ok. Aujourd'hui, alors t'es pas venu les mains vides, puisque tu nous fais le privilège en avant-première, nous présenter la couverture que moi j'ai découvert hier de ton prochain livre. Oui. 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 Ah, juste avant, il y a une séance de dédicace, mais c'est à 11h. C'est donc juste après notre conversation. Et c'est où encore Alors, vous allez au rez-de-chaussée, vous traversez la passerelle, c'est juste en face. C'est un espace qui s'appelle le loft. Oui. C'est fléché normalement. C'est fléché. Le loft, c'est juste en face. Ouais. Ouais. Rez-de-chaussée en dessous. Donc oui, avant-première de ton prochain livre, oui. qui est pas encore sorti et qui s'appelle les Fundamentals of Metadata Management, toujours chez O'Reilly. Absolument, toujours chez O'Reilly. Et oui, c'est donc mon prochain livre. Et je vais présenter pour la première fois l'existence de ce livre ici, aujourd'hui. Je peux ? Oui, absolument. Oui. Je ne sais pas le prononcer en français. C'est une sèche. Oui, c'est ça. C'est facile, c'est une sèche. En fait, c'est deux cadeaux que tu nous fais, puisque tu viens nous présenter ton livre, la préface, et puis aussi, si vous scannez le QR code, je te laisse peut-être expliquer un peu ce qui se passe derrière. Oui, vous pouvez scanner ce QR code pour avoir 30 jours libre, accès gratuit à la Learning Platform d'O'Reilly. Donc tous les livres O'Reilly sont accessibles sur cette plateforme, et vous avez donc 30 jours gratuits d'accès, si vous voulez. Pas simplement les chapitres qui ont été déjà publiés de mon prochain livre, mais tout la plateforme. Voilà. Donc, la préface ? Oui, donc l'équipe marketing m'a assisté à traduire la préface en français de ce prochain livre, que je vais donc lire. Ça dure quelques minutes. Je ne vais pas vous tuer avec mon français un petit peu limité, plus que ça. Mais, oh, merci. Donc, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Il me faut un peu d'eau, hein. Sinon... Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Dans la plupart des entreprises de plus d'1 millier d'employés, personne ne connaît vraiment l'intégralité du système informatique. Personne. Au lieu de cela, quelques personnes connaissent certaines parties de l'écosystème informatique, ce qui est une réalité catastrophique pour ces entreprises. Mon premier job était dans l'industrie pharmaceutique. Je me souviens de ce chimiste avec qui je travaillais, un type brillant, un chercheur industriel titulaire d'un doctorat. Il portait des lunettes épaisses, arborait un sourire étrange, presque satanique, et riait en rafale. Il fabriquait des bombes pendant son temps libre, juste pour le plaisir. Un jour, il m'a montré une très longue liste, un extrait de quelque chose appelé le NITSO. Il s'agissait d'un aperçu des systèmes informatiques. J'avais la vingtaine et je fixais cette liste qui s'étendait à l'infini, des milliers de systèmes. Je lui ai alors demandé à quoi servaient tous ces systèmes. Il m'a répondu en souriant que personne ne le savait vraiment. Pire encore, il m'avoua qu'une grande partie d'entre eux ne servaient probablement à rien, mais qu'il serait simplement trop risqué de les éteindre. Parce que personne ne savait ce qui se passerait. Peut-être rien, peut-être que cela mettrait une usine à l'arrêt. Personne ne le savait, ou du moins, personne ne savait si quelqu'un savait. Alors,
Il a continué. Nous avons continué à payer les fournisseurs de ces systèmes. Puis, il se remit à rire. Je suis resté bouche bée. Tout au long de ma carrière, en évoluant dans différentes organisations, j'ai plus ou moins fait le même constat. Les entreprises ne connaissent pas vraiment leurs applications, ni comment elles sont intégrées, ni les données qui s'y trouvent réellement. Elles ne savent pas non plus si elles bénéficient des services qui lui sont facturés ou si elles payent 2 fois ou plus pour la même chose, parce qu'elles achètent plusieurs systèmes qui sont sensiblement identiques. Au fil des ans, j'ai appris à accepter cette réalité et à la combattre en tant que spécialiste, leader et architecte d'entreprise, en me concentrant sur les données. On ne peut combattre que cette réalité que très très lentement, en élargissant progressivement ses connaissances. C'est du moins ce que je pensais. Et puis un jour, j'ai eu une idée. C'est en effet une idée assez simple, et c'est cette idée dont je vais vous parler dans ce livre. Ce livre traite de mon idée de coordonner des référentiels des métadonnées. Le principal problème lié à l'absence d'une vue d'ensemble de l'intégralité du système informatique n'est pas que les entreprises ne possèdent pas cette vue d'ensemble. Le problème est qu'elles possèdent trop de vues d'ensemble. On les appelle des référentiels des métadonnées, et ils sont tous profondément techniques, très différents dans leur portée, et pourtant ils décrivent la même chose, l'écosystème informatique d'une entreprise. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ne correspondent jamais. Mais vous pouvez changer cela, et il y a un grand avantage à le faire. J'ai écrit ce livre dans le but de vous présenter une façon pragmatique d'obtenir une vue d'ensemble de l'intégralité du système informatique d'une entreprise en comprenant, regroupant, alignant et exposant tous les référentiels des métadonnées. Il est réaliste de penser qu'il est possible de le faire, et le retour sur investissement à la clé est important, puisqu'il comprend des systèmes d'information plus harmonieux, une réduction significative des coûts, un meilleur usage des données pour l'innovation, une meilleure confidentialité des données, une sécurité renforcée des données, des systèmes d'information plus verts et, fondamentalement, une entreprise qui connaît ces systèmes d'information. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre que j'ai intitulé « Fundamentals of Metadata Management ». Parce que si vous comprenez les principes fondamentaux des métadonnées et la façon dont elles sont gérées via les référentiels des métadonnées, vous pourrez réussir avec la globalité des données. Voilà. Merci. Merci. L'exercice n'était pas évident. Alors, je reconnais ton style, c'est très libre. J'apprécie beaucoup. J'ai vu quelques sourires, donc j'imagine que certains se sont retrouvés au moins dans le début de la préface. Et moi, ça me donne vraiment envie de lire. On comprend ta motivation à écrire ce livre. Et est-ce qu'il faut se dire maintenant, les data catalogues pour toi, c'est fini ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Non, au contraire. Ce livre, ce n'est pas un livre qui invente un système pour mettre fin à tout autre système, à tout autre metadata repository qui existe dans une entreprise. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Il faut comprendre les devoirs de chaque référentiel de métadonnées. C'est donc le contraire. Il s'agit de bien comprendre pourquoi on jette une certaine vision sur les systèmes informatiques d'une entreprise. Parce que chaque référentiel de métadonnées joue un rôle dans une entreprise. Donc on peut pas simplement ne pas s'en servir. C'est impossible. Un Chief Information Security Officer, par exemple, doit avoir un Information Security Management System. C'est impossible de l'éviter. Si on veut suivre les standards de 27000 dans le système organisation ISO. C'est un exemple, mais il y en a plein des exemples comme ça.
Et tous ces référentiels de métadonnées existent pour des raisons très très spécifiques. Mais ils sont tous liés, ça je ne l'ai pas préparé en effet, mais je me permets quand même de le dire, qu'ils représentent tous un exemple vraiment, vraiment très clair de Conway's Law, que on fait chaque référentiel de métadonnées représente la façon de communiquer dans l'organisation. Et dans cette, puisque cette loi se manifeste, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, surtout l'ensemble des systèmes informatiques. C'est très clair. Alors, dans ton premier livre, tu parlais de Data Discovery Team. C'est encore le cas aujourd'hui? Oui, absolument. Le Data Discovery Team, c'est une équipe finalement que j'ai jamais compris pourquoi ça n'existe pas dans les entreprises. Ou une équipe justement qui doit avoir la responsabilité d'un moteur de recherche ou d'une capacité de recherche très forte dans une entreprise. C'est une équipe qui pourrait bien sûr pousser un data catalog en tant que search engine pour les données, un moteur de recherche pour les données dans une entreprise, mais au-delà, coordonner toutes les référentiels de métadonnées pour justement avoir pas forcément une vision complète, mais plus profonde que de ce qui existe aujourd'hui. L'approche que j'ai, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est une approche pragmatique et empirique. Donc, il faut bien observer ce qu'on a, il faut bien travailler avec les référentiels de métadonnées qui existent, il faut les améliorer, on les coordonner. C'est tout, finalement. Il y a tellement d'équipes qui ont ces référentiels de métadonnées et ils sont malheureusement pas coordonnés dans la plupart des entreprises. C'est en effet très simple, mais ça se fait pas. Et c'est dommage. Donc, il y a une équipe qui s'occupe d'un Configuration Management Database, CMDB. Il y a toujours une équipe comme ça. Ils ont toujours trop de travail. Ils ont toujours sous énorme pression pour bien représenter les systèmes informatiques de l'entreprise. Mais ils n'ont aucune coordination avec l'équipe de Enterprise Architects ou Endpoint Management System ou n'importe quel autre système que vous avez dans l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est un grand paradoxe. Parce qu'on essaye de faire la même chose, mais pour différentes raisons. C'est très clair, je te remercie. Si on essaie de faire un parallèle avec les trends qu'on a vus tout à l'heure, présentés par les collègues, moi je vois bien l'alignement entre data productization, une vue 360 degrés sur les données ou au-delà. On est d'accord, ça marche bien, ça s'aligne bien, ça, la gestion des métadonnées et la data productization, le data product. Oui, tout à fait. Là, on entre un petit peu dans une partie d'un chapitre que je suis en train d'écrire, mais c'est un chapitre qui décrit que, pour moi, les référentiels de métadonnées, ça peut servir en tant que clé pour créer plusieurs data products d'une façon assez simple. Parce que si on a une façon de, disons, un référentiel de métadonnées pour découvrir quelles sont les sources de données pour créer des data products, eh bien, on est simplement limité par cette réalité. Pourquoi ne pas regarder au-delà pour créer plusieurs data products? À mon avis, une source très importante pour les data products, c'est un système qu'on appelle le Records and Information Management System. C'est donc un système plutôt dans l'industrie qui sont strictement régulés. C'est par exemple l'industrie pharmaceutique ou le secteur de finances. Où on est forcé à garder à long terme certaines données très critiques. Ces systèmes pourraient servir en tant qu'inspiration
pour créer des data products très très intéressants. Mais on n'y pense pas parce que on coordonne pas les référentiels de métadonnées. Enfin, pas assez, à mon avis. Mais il y en a plein de ces cas. Et dans mon livre, je décris surtout une méthodologie pragmatique, empirique, mais je prétends pas à décrire toute la réalité. Enfin, je prétends pas à décrire tous les référentiels de métadonnées, ni tous les use cases qui existent dans cette méthodologie. Loin de là, parce qu'à mon avis, c'est une perspective assez infinie. Enfin, on peut continuer à voir comment on peut améliorer data governance, data compliance, data management, les use cases très innovantes et aussi les côtés plus stricts, enfin les protections, la cyber security, tout ça, en bien, regroupant et alignant toutes les référentiels des métadonnées. Ça donne vraiment envie de lire ce livre. Merci, merci. C'était l'intention. On va peut-être passer un petit peu au-delà de ce livre. Donc ça fait quelques temps maintenant que je te connais. Tu es une voix reconnue mondialement sur le data management. Bon, tu te balades pas mal entre Copenhague, les grandes villes françaises, grandes villes européennes, et puis aussi beaucoup Paris. Est-ce que tu as qu'est-ce que tu penses, la scène tech française? Ah oui, merci. Je trouve que c'est vraiment impressionnant de voir. C'est la première fois que je travaille pour une entreprise française. J'ai pas fait beaucoup de présentations de ma vie, mais vraiment très court. J'ai travaillé dans l'industrie autour de Copenhague, au Danemark, toute ma vie. Et donc c'est la première fois que je travaille en France et que je parle français au travail. Mais je suis très étonné, très surpris d'une façon très positive de tout ce qui se passe en France sur le tech scene français. C'est vraiment très impressionnant. J'ai l'impression d'être un témoin à une sorte de renaissance technologique en France ces années. Et ce qui est très très positif et très impressionnant. J'ai jamais trop suivi les entreprises françaises, mais j'ai compris maintenant à quel point l'intelligence artificielle, je veux pas dire que ça a été créé en France, mais la France c'est vraiment un joueur très fort dans ce domaine. Mais au-delà, voir toutes les entreprises qui se créent et qui ont beaucoup de succès dans le tech, c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Donc ça, c'est bien sûr un grand plaisir pour moi de voir ça et de travailler dans un écosystème avec autant d'énergie et autant d'innovation. C'est simplement un plaisir. Ouais. Écoute, c'est super élogieux d'entendre d'un Danois que la France est à la pointe. Ça en fait sourire quelques-uns. On passe à une session de questions-réponses. Il y a peut-être, j'ai vu pas mal de sourires tout à l'heure dans l'assistance. Alors je sais pas si c'était des sourires parce que c'était les propos qui vous faisaient rire ou parce que vous vous retrouvez dans certaines situations. Peut-être des questions pour Olé, pour quelques questions sur le data management, metadata management, data cataloging, ce que vous voulez, data discovery. François, tu veux pas poser de questions? Monsieur? Bonjour et merci. Pourquoi Zinea? Qu'est-ce qui distingue Zinea des autres repositories de métadonnées? Merci. J'ai payé le monsieur pour... non, pourquoi Zinea? Pour moi, c'est assez simple. Un data catalog, c'est un engin, c'est un search engine pour les données dans une entreprise. Il faut se rendre compte de ce fait pour bien les bâtir. En 2014, Google avait changé le cœur de son moteur de recherche pour un knowledge graph, une technologie qui permet de lier avec une puissance
très forte et d'une façon organique les données les plus pertinentes et plus intéressantes d'une façon très très proche. Ça c'est la technologie Knowledge Graph, il y en a plein de technologies Knowledge Graph. Dans les data catalogs, il y en a très peu qui sont bâtis sur une base de Knowledge Graph. Il y en a très très peu. C'est dommage parce que c'est la technologie la plus naturelle pour un tel capability dans une entreprise, un engin pour chercher. Donc CNEA s'est construit sur un Knowledge Graph et ça c'est très important. Mais au-delà, CNEA avait choisi, et j'étais très ravi de m'en apercevoir quand j'étais en train d'écrire mon livre, même à un point où je me disais, mais c'est peut-être pas nécessaire d'écrire mon livre, puisque j'ai compris que, bon là, il y a au moins un éditeur en France qui a compris ce que je voulais dire. Mais CNEA a deux user interfaces. Donc il y a un user interface qui permet d'organiser les données et un autre user interface très très simple. On voit simplement comme si on entre sur le web un moteur de recherche. Et c'est exactement cette distinction que j'ai dans mon livre, mon premier livre, The Enterprise Data Catalog. Je passe beaucoup de temps à expliquer comment organiser les données correctement. Il y a une illusion assez profonde dans les entreprises, et surtout vendue par des éditeurs, que les technologies vont vous organiser les données elles-mêmes. La technologie va s'occuper de ça. Mais comme la plupart de vous, vous êtes sûrement au courant que c'est pas le cas. Il faut organiser les données, bien sûr, avec une assistance de l'intelligence artificielle et machine learning, tout ça, mais c'est une responsabilité, il faut le gérer, il faut le faire. Et il y a une dimension dans CNEA qui permet de faire ça. Mais c'est un user interface avec beaucoup de détails, c'est assez dense comme user interface, c'est pas très user-friendly finalement. C'est fait exprès. Parce qu'il faut vraiment organiser les données correctement, et si on fait pas ça, on peut pas chercher les données avec de l'efficacité. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, et finalement, un dernier point, je vais vous dire aussi, c'est que CNEA avait décidé de visualiser le graphe, ce qui n'est pas le cas dans les autres technologies qui sont construites sur un knowledge graph. Donc, le fait de visualiser le graphe vous permet visuellement de naviguer votre univers de données d'une façon complètement intuitive. Non, mais quand j'avais vu ça pour la première fois, j'étais très très séduit. Et je pense que c'était tellement aligné. Mon background en tant que mon background académique, j'ai un doctorat en sciences de l'information. J'ai enseigné à l'université de Copenhague longtemps, des centaines, des milliers, je pense, d'étudiants à comment organiser les données et comment les chercher. Et à mon avis, il y a une dimension visuelle là-dedans, et puis des réalités mathématiques qu'il faut accepter. Enfin, il y a vraiment des réalités mathématiques, on peut pas les combattre. Et à mon avis, un knowledge graph visualisé et séparé, c'est une architecture très performante pour organiser et chercher les données. Voilà, c'était... Oui, merci. Une autre question ? Bonjour, oui, merci. Peut-être en complément de la question qui a été posée, donc j'ai trouvé ça... c'est intéressant d'avoir votre regard de Danois sur la France et sur notre innovation. Merci. Après, quand on va chez les clients, on se dit qu'il y a peut-être des trains d'innovation qui ont été ratés. On a encore beaucoup de clients qui ont des bases mainframe, très très loin de systèmes beaucoup plus modernes. Des solutions comme vous le proposez, de knowledge graph, on se dit bon, dans ces environnements
proche de l'obsolescence. Désolé de le formuler comme ça, je marque le trait exprès. Est-ce que on peut finalement espérer rattraper ce retard avec la méthode que vous proposez, avec des outils comme ça, ou finalement c'est pour repartir de zéro, quoi? Combien de temps il nous reste? C'est une question assez profonde, mais très réelle, et merci beaucoup. Je pense que, donc si j'ai bien compris, pour certaines entreprises, il y a une culture de données si mauvaise que voilà, c'est peut-être impossible de sauver. C'est certain que la manque de compréhension de la complexité des données, c'est disons le root cause de l'inefficacité des industries partout, surtout en Europe, parce que on a tellement de legacy technology que c'est très très difficile de s'en sortir. Je pense que pour des data catalogs, pour des enterprise data marketplaces, où on essaie de créer des data products au lieu de simplement travailler avec les données comme des assets. Je pense que c'est très important de ne pas vouloir tout gérer en une fois, mais commencer avec des use cases très bien définis, très petits, et donner beaucoup de valeur dès le début. Sinon, une approche basée sur des data catalogs ne marche pas. On peut pas lancer une stratégie et essayer de tout gouverner à la fois. C'est simplement trop vaste. Après, pour une méthodologie plus, disons, holistique, avec une coordonnée des référentiels de métadonnées, là, je pense que, à mon avis, c'est important de comprendre à quoi ça rend service. Là, je vais pas emmener des diagrammes, mais vous pouvez continuer connecter avec moi sur LinkedIn. Je partagerai avec plaisir des diagrammes de ce que je propose dans le livre, mais c'est très concret. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une équipe de Enterprise Architects, au lieu de simplement avoir un Enterprise Architecture Management Tool où vous avez les applications, les intégrations, les processus, enfin tout ce qu'on met là-dedans, essayez de voir aussi tous les autres systèmes qui existent, qui ont, disons, décrit les systèmes informatiques, mais avec un autre objectif, mais finalement les mêmes choses. Il y en a plein des Integration Repositories. Il y a un CMDB, il y a un Endpoint Management System. Le Data Protection Officer a quand même noté les systèmes et la façon dont les données sensibles, enfin le sensitive, privé, les données privées sont gérées. Tout ça, ces référentiels de métadonnées pourraient très concrètement accumuler beaucoup de qualité, augmenter la qualité d'un Enterprise Architecture Management Tool. Et on peut tourner ce prisme dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, pour des objectifs de innovation ou de gouvernance, peu importe. Donc c'est vraiment très très pragmatique, c'est très... une fois qu'on se rend compte de cette approche, c'est assez simple, je dirais. Après, il faut bien choisir le use case et avoir le soutien politique dans une organisation. Ça peut être très difficile quand on parle de données, bien sûr. Mais connectez avec moi sur LinkedIn, c'est pour tout le monde, si vous voulez. Mais je partagerai volontiers des diagrammes, si vous voulez. Merci. Bonjour, moi je voudrais poser une question en relation avec le futur du data catalogue. Donc moi j'ai eu une expérience de peu près d'une année à développer l'appropriation du data catalogue et je me suis rendu compte que le foisonnement des métadonnées pouvait faire peur. Oui.
C'était aussi, ça peut être aussi un frein. Donc, est-ce qu'il y aurait pas la possibilité d'avoir une sorte de couche de présentation qui serait un petit peu une couche de présentation de data marketplace où on pourrait, disons, voir juste la face avant du produit sans avoir à regarder ce qui est derrière quand on achète un paquet, par exemple, de café. Donc, devant, il y a écrit si c'est en grain, si c'est moulu ou pas. Et derrière, on aurait plus de métadonnées, mais cette partie-là, elle n'est pas visible tout de suite. Oui, absolument. Merci pour la question. Et c'est bien notre roadmap chez SNI. Exactement. Donc, c'est une réponse un peu courte, mais oui, c'est une tendance et c'est exactement la direction que nous avons. Et nous ne sommes pas les seuls, pour être un peu tech-agnostique. Bonjour, Jérôme Erard, Cardam Digital. J'avais une question. Quelle est la place de la catégorisation à l'heure de la tokenisation et des rendus probabilistes ? Comment, encore une fois? Quelle est la place de la catégorisation, donc de la qualification de l'organisation de l'information, à un moment où les méthodes de requête sont basées sur la tokenisation des contenus et le rendu de la probabilité de ces tokens les uns à côté des autres pour proposer une réponse? J'avoue que je me demande si la catégorisation apporte, étant donné la façon dont l'IA fonctionne aujourd'hui et le machine learning. Oui, encore une fois, une question assez profonde, mais je peux donner plusieurs réponses, il me semble. Et je ne sais pas si mes réponses vont vraiment être des réponses assez en profondeur. Aussi, vous pouvez me contacter après sur LinkedIn ou par email si vous voulez davantage d'échanges. Pour donner quelques réponses. D'abord, dans ce livre, je propose pas une harmonisation de la façon de catégorisation des données avec les métadonnées. C'est pas du tout l'objectif de mon livre. Je suis pas, je fais pas partie du culte de harmonisation totale des métadonnées d'une entreprise. Donc ça, je crois pas à ça. Après, il y avait, mais bon, ça c'est mon point de vue personnel, mais j'ai jamais vu un canonical data model qui explique dans la couche physique tout ce qui se passe avec les données. J'ai jamais vu ça et j'y crois pas. Après, vous avez aussi demandé la question avec une dimension sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Pour cette dimension-là, si j'ai bien compris, mes points de vue sont que c'est absolument faisable d'avoir un soutien de ces technologies-là, ces méthodes-là pour catégoriser les données. Mais il faut, à mon avis, ne jamais oublier que ce qu'on appelle, enfin c'est un peu long d'expliquer ça, mais je le décris dans mon premier livre, Zipf's Law, c'est une loi sur les langues et les fréquences des mots. Et à mon avis, c'est très important de se souvenir de cette loi assez simple dans l'univers des métadonnées, surtout si on veut catégoriser les données, parce que on risque de faire une représentation qui donne pas beaucoup de valeur si on se base uniquement sur l'intelligence artificielle et machine learning dans la catégorisation, puisque on va pas forcément, si on fait pas beaucoup attention, on va pas avoir des métadonnées qui décrivent d'une façon unique les données qu'ils représentent. Donc les métadonnées vont avoir les mêmes caractéristiques, bien que les données sont très différentes. Mais bon, c'est peut-être un peu trop long à expliquer, mais j'aimerais bien avoir un échange là-dessus, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y avait une dernière question ou pas? Il me semble que... Sinon, c'est peut-être bien parce que je dois aller là-bas pour préparer... Donc oui, on peut effectivement donner rendez-vous au loft à tous ceux qui voudraient
ne soyez pas trop nombreux, parce qu'il n'y a pas assez de livres. Tous ceux qui voudraient un exemplaire, non pas de ce livre-là, mais du premier, donc The Enterprise Data Catalog, dédicacé par notre ami Olé, et bien ça se passe maintenant au Loft. Donc Oui. c'est au rez-de-chaussée. Merci beaucoup Olé. Merci Arnaud, merci pour l'invitation.